Et bonjour Jean-Thomas Le Sueur. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Institut Thomas More. Vous avez réalisé, et c'est pour ça qu'on vous invite, une enquête sur le pluralisme dans l'audiovisuel public. Alors, le point de départ de votre enquête, c'est cette question dont a été saisi le Conseil d'État. Une chaîne de télévision doit-elle à tout prix être pluraliste? En l'occurrence, le Conseil d'État ciblait CNews. D'après la loi de 1986, la loi dite Léotard, toutes les chaînes de télévision doivent en effet être pluralistes. Ça veut dire quoi, être pluraliste? Alors, il faudrait distinguer le pluralisme externe et le pluralisme interne. La loi Léotard de 1986, comme vous l'avez dit, fixe le cadre à l'ensemble des acteurs audiovisuels, publics comme privés, le respect du pluralisme externe, c'est-à-dire des invités, avec des règles particulières en période électorale, etc. Et la novation, effectivement, de cette décision du Conseil d'État de février dernier, concernant la chaîne CNews, nous a inquiétés en ce qu'elle laissait entendre la nécessité de créer un pluralisme interne, c'est-à-dire y compris un équilibre dans les chroniqueurs, les permanents, si vous voulez. Voilà. Ce qui oblige quand même à une forme de fichage, d'étiquetage, si je puis dire, beaucoup de personnes. Quand un parlementaire d'un parti politique vient, c'est extrêmement facile de savoir d'où il parle, si je puis dire. Quand un chroniqueur parle, même si les chroniqueurs ont là aussi, évidemment, leur manière de voir, leur position politique, leur passion, etc., ça devient extrêmement problématique. Et donc, dans notre rapport, nous commençons le rapport en disant on n'est pas très amateur de cette idée-là, mais s'il y a des médias qui devraient être au-dessus d'absolument tout soupçon en matière de pluralisme, c'est l'audiovisuel public, tout simplement parce qu'il est payé avec l'argent des Français. Et donc vous avez essayé de vous prêter au jeu, on va venir dans un instant. Mais vous vous rappelez qu'en 1986, au moment où cette loi a été faite, il existait 6 chaînes nationales de télévision. Aujourd'hui, il y en a plus de 30. Ça veut dire que ce pluralisme, on le retrouve déjà en réalité. On peut le trouver à l'extérieur. Oui, mais plutôt que d'essayer de faire en sorte que chaque chaîne soit absolument pluraliste. Oui, mais je pense qu'il faut quand même défendre le principe du pluralisme sur l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel, parce que sinon, ça va contribuer, on parle beaucoup de la fragmentation du pays, je ne sais plus comment on dit sur les réseaux sociaux, la bulle d'affinité, enfin des choses comme ça, sinon effectivement il va y avoir l'archipel français, pour reprendre la citation de des Jérôme chaînes Fourquet. très à droite, des chaînes modérément à droite, des chaînes modérément à gauche, des chaînes très à gauche, et chacun ne va regarder que celle-ci, si vous voulez. Il est assez sain tout de même que une grande radio ou une grande télévision reçoivent l'ensemble du spectre politique régulièrement. Les règles sont assez bien faites d'ailleurs. La loi de Léotard de 86, il y a peu de reproches à lui faire. L'interrogation, c'est la novation récente. Alors ça va plus loin, vous l'avez dit, avec les médias de service public. Eux, ils sont soumis, en théorie en tout cas, à un principe de neutralité. Alors, d'impartialité. L'impartialité du service public. C'est ça, oui, c'est-à-dire que en plus de la demande, si je puis dire, l'exigence de pluralisme qui est faite par la loi de 86, l'audiovisuel public est astreint à un devoir d'impartialité. Alors vous avez appliqué ce principe aux médias publics, vous avez analysé 6 chaînes, France 2, France 5, France Info TV, France Info Radio, France Culture et France Inter. Vous avez écarté les médias de France Média Monde, pour quelle raison? Alors d'une part parce que c'était déjà un travail considérable et parce qu'on a vraiment voulu se concentrer sur les 2 principaux groupes et dont leurs navires amiraux, si je puis dire, France 2 et France Inter. Alors pareil sur la méthodologie, vous avez regardé ces chaînes durant 5 jours, travail considérable, on l'imagine, du 19 au 23 février. C'était la semaine notamment de l'entrée au Panthéon du résistant Missak Manoukian. Pourquoi cette semaine en particulier? Non, ça c'est vraiment parce qu'on a structuré, bâti notre méthodologie, réuni une équipe de personnes qui ont suivi tout ça, et c'est ce choix-là, il n'y a pas de biais particulier de ce point de vue-là. Alors votre enquête, elle pointe effectivement la tâche titanesque que demande en théorie le Conseil d'État, c'est-à-dire cataloguer politiquement des personnes qui ne sont pas forcément ouvertement engagées politiquement, puisqu'on parle là des chroniqueurs, des invités au sens très très large. Comment est-ce que vous avez procédé? Alors ça a été une grande interrogation. On s'est demandé d'abord quel type de catégorisation créer. On a finalement repoussé la catégorisation la plus simple, qui serait gauche, droite, centre, extrême gauche, extrême droite, pour faire plutôt des familles idéologiques, parce qu'il nous semblait que ça répondait mieux justement à la pluralité des invités, des personnes, des participants, qu'on allait être amené à étudier. C'est-à-dire que dire qu'un député LFI ou un député RN appartient à la gauche ou à l'extrême gauche ou à la droite et à l'extrême droite, c'est assez facile. Dire que tel intellectuel, tel universitaire ou tel chroniqueur appartient à le catalogage
politique en fonction, en gros, du schéma de l'Assemblée nationale ne paraissait pas pertinent. Donc, on a fait le choix de faire encore une fois des catégories plutôt intellectuelles qui valent ce qu'elles valent. Je dis tout de suite que notre méthodologie peut être discutée, mais il nous a paru, après beaucoup de réflexions, que c'était la moins mauvaise. Socialiste et progressiste, libéral et progressiste, et libéral conservateur. Alors, vous avez recensé 587 participants que vous avez du coup classés dans ces différents grands groupes. Une bonne partie de ces intervenants, par ailleurs, vous les avez classés. Enfin, en fait, vous n'avez pas réussi vraiment à les classer. Vous avez mis dans l'étiquette neutre. Non, puis c'est normal. C'est pour ça que certains ont réagi très, très, très violemment à notre étude. Très logiquement, la moitié, alors ça c'est le hasard, 50% pile des participants que nous avons suivis sont neutres, c'est-à-dire n'expriment pas d'opinion politique ou de positionnement politique, assez naturellement, parce que si vous êtes interrogé, je sais pas, moi sur un sujet, vous êtes un expert en matière énergétique, vous n'êtes pas de gauche ou de droite, et c'est pas le sujet d'ailleurs d'être de gauche ou de droite. Donc assez naturellement, le plus gros paquet, si je puis dire, qu'on a délimité, c'est d'abord en fait effectivement des participants politiquement neutres. Cela dit, le constat que vous faites, c'est que, alors certes, ces 6 antennes sont différentes, mais qu'il y a globalement un déséquilibre. Ah bah oui, c'est-à-dire que si on se fixe sur les participants, on arrive au résultat de 25%. Donc 50% neutres, 25% socialistes et progressistes, 21%, non pardon, je vous dis des bêtises, 16% libéral et progressistes, et 4% seulement libéraux et conservateurs de droite, si on veut aller très vite. Alors, sur la même période, vous vous êtes aussi intéressé aux thématiques traitées par ces chaînes. Alors, là aussi, comment est-ce que vous avez fait pour donner un thème parce qu'on parle de donner un thème à chaque intervention ou à chaque chronique, presque. Non, alors on a choisi 3 exemples liés à l'actualité. L'écologie, parce qu'on était dans la semaine précédant l'ouverture du salon de l'agriculture, et il y avait la crise agricole, donc la manière dont cette question a été traitée. Le multiculturalisme, parce que l'entrée effectivement des Manouchians au Panthéon a amené beaucoup de débats, notamment sur la présence du Rassemblement national au Panthéon, souvenez-vous-en. Et donc la question en fait du multiculturalisme, de l'apport, si je puis dire, de l'étranger à l'identité française, etc., a été pas mal débattue. Et puis, on a fait un choix plus classique, je peux dire, qui était le traitement des personnalités politiques de droite, comment est-ce qu'elles étaient accueillies. Et si je m'autorisais un commentaire, en gros, cette approche par thématique montre non pas quantité d'idéologues, c'est pas ça qu'on veut montrer, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler un progressisme d'ambiance ou d'atmosphère. C'est-à-dire qu'il y a un bain intellectuel, culturel, idéologique serait sans doute un peu trop fort, dans lequel baignent beaucoup d'acteurs de l'audiovisuel public, et qui donc en fait font entendre une petite musique qui est plus systématiquement ou plus souvent de gauche que de droite. Voilà. Et en même temps, ça, Jean-Thomas Le Sueur, vous le rappelez en introduction, ces chaînes ne s'en cachent pas. C'est-à-dire que la direction de certaines de ces chaînes assume effectivement de respecter un pluralisme politique, mais assume d'être progressiste, par exemple. Voilà, c'est là vous faites référence à la déclaration d'Adèle Van Rett dans Le Figaro de fin mars dernier. Je lis la phrase, hein, « Les faits, c'est que nous sommes une radio progressiste et nous l'assumons ». Elle est quand même hautement problématique. En quoi elle est problématique pour vous ? Parce qu'il s'agit d'un média public. Quand Le Figaro ou une chaîne privée, parlons pas de CNews, parlons de TF1, s'ils font le choix d'un positionnement politique ou d'une ligne éditoriale politique assumée, déclarée, etc., après, ils trouvent leurs téléspectateurs ou pas, ça c'est du juge de paix. Mais enfin, une chaîne publique, elle n'a pas à afficher précisément, parce que je disais tout à l'heure, elle se doit non seulement de respecter le pluralisme, pardon, mais que en plus, elle doit chercher à être la plus neutre possible, la plus impartiale possible, c'est le bon mot qu'il faut utiliser plutôt. Vous ne pouvez, la direction qui déclare qu'elle est progressiste et qu'on l'assume, c'est quand même un vrai problème politique pour tous les Français. Alors votre étude, elle a suscité de nombreuses réactions, et Radio France, justement, dans un communiqué, estime, je cite, que vous vous livrez à des catégorisations qui ne peuvent que grossièrement et imparfaitement décrire la diversité des opinions politiques. Je crois pas, justement parce qu'on a fait des ensembles larges, volontairement. Donc oui, il y a des nuances, il peut s'exprimer des nuances au sein d'une même catégorie, mais ça nous apparaissait moins rigide et moins caricatural que gauche, droite, centre. À la Radio France, vous reproche aussi votre méthode, mais vous l'avez expliqué, estimant que 5 jours, c'est très peu. Vous êtes d'accord là-dessus ? Il aurait fallu idéalement l'étendre sur une période beaucoup plus longue ? C'est ce que j'ai répondu effectivement à la présidente de Radio France. Si notre étude peut provoquer de meilleures études avec davantage de moyens, parce que l'Institut Thomas More est un laboratoire d'idées
modeste, si je puis dire, ou en tout cas dont les moyens sont modestes, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si cette question peut devenir, si la question du pluralisme de l'audiovisuel public peut devenir un sujet du débat politique et du débat public, tant mieux, et que d'autres y apportent leur contribution bien volontiers. Quand on lit votre rapport, Jean-Thomas Le Sueur, on se demande également pourquoi est-ce que l'ARCOM n'a jamais fait ce travail. L'ARCOM dont les prérogatives ont été étendues en 2016 par le gouvernement. Pourquoi ce n'est pas l'ARCOM qui fait ce travail de répertorier, d'étiqueter, alors pas d'étiqueter, mais d'essayer de mieux cibler? Je n'ai pas la réponse pour ne rien vous cacher. Quand l'idée nous est venue, je travaille avec des juristes et tout de suite la décision, encore une fois, du Conseil d'État de février dernier nous a alertés et on a tout d'abord cherché en fait une étude existante, si vous voulez. Et en fait, on ne l'a pas trouvée. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est lancé dans cette aventure. Et effectivement, mais j'ai pas la réponse. Il faut demander ça au président de l'ARCOM. Pourquoi est-ce que l'ARCOM n'a pas fait ce travail? Je n'en sais rien. Donc idéalement, il faudrait pouvoir aller plus loin et creuser volontiers, davantage. oui, bien sûr. Jean-Thomas Le Sueur, est-ce que les médias publics, ils ne reflètent pas finalement juste la dominante politique du moment? Même du temps de l'ORTF, finalement, les médias publics n'étaient pas forcément absolument impartiaux. Ah, vous voulez dire, est-ce que ça exprime l'opinion de qui ça... La tendance politique du moment? Je sais pas. En fait, tout le problème est dans la définition. Je ne sais pas ce que c'est que la tendance politique du moment. Moi, si je me réfère aux élections législatives de 2022 ou aux élections présidentielles de 2022, je n'ai pas l'impression qu'il y a une majorité de Français, enfin voilà, il y a une grosse majorité de Français qui ne sera pas représentée par cette petite musique progressiste que Adèle Van Redd assume totalement. Non, il y a quand même bien sûr que c'est un exercice difficile et en quelque sorte, il faudrait le dire, quasi impossible, le pluralisme. Ça ne peut pas être une égalité parfaite, les choses sont changeantes, etc. Mais quand même, un peu plus de représentativité, un peu plus d'invités, des droites invités, un peu plus de pluralité, si je puis dire, dans les animateurs, les chroniqueurs, les journalistes, ne serait pas malvenu. Je prends encore un exemple issu de votre rapport. Vous vous êtes intéressé aux annonces du projet de loi sur la fin de vie. Et là aussi, vous constatez qu'il y a un déséquilibre assez net. Oui, il y a un déséquilibre assez net. Alors, certes, les sondages disent qu'aujourd'hui, si on prend le critère des sondages, de ce que pensent les Français, si tant est qu'on accorde foi au sondage, qui est aussi une autre question. Mais si on le fait, de fait, aujourd'hui, une majorité de Français est désormais acquise à la cause de la fin de vie, enfin, de l'accompagnement de la fin de vie, sous des modalités différentes. Ça, c'est vrai. Ce qui nous a frappé, c'est quand même le très faible nombre, notamment de professionnels de santé invités sur les plateaux consacrés à ce sujet. Or, on sait qu'il y a une très forte résistance majoritaire dans les professionnels de santé. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple, quand même plus transparent, je reviens avec ça, Jean-Thomas Le Sueur, mais que les chaînes de télévision, de manière générale, assument leurs orientations idéologiques, tout en respectant bien sûr la diversité des opinions politiques? Mais ce serait peut-être envisageable pour l'audiovisuel privé, mais pas pour le public, parce que par définition, il y a l'alternance dans ce pays. En démocratie, il y a une alternance. Donc ou alors vous faites une espèce de spoil system à l'américaine, où en fait on change la direction quand on arrive, et on bouleverse tous les programmes et l'ensemble des animateurs. C'est peu envisageable. Non, c'est aux dirigeants de l'audiovisuel public de faire les efforts de représentativité. Encore une fois, c'est une espèce de quête impossible à satisfaire totalement. Mais là, les chiffres que nous mettons au jour montrent à des déséquilibres qui sont considérables. Est-ce que vous pensez continuer à travailler sur cette thématique? Oui. Parfait. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais oui, absolument. Merci beaucoup, Jean-Thomas Le Sueur. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut Thomas More, institut d'inspiration libérale, je le précise, parce que ça vous a également été reproché. Merci encore d'être venu nous parler de votre enquête ce soir. Merci à vous.